Alors, pour présenter rapidement Olivier, mais vous le connaissez tous, c'est un ingénieur logiciel de formation, donc aujourd'hui on dirait un codeur, un développeur, et il est devenu consultant et auteur, après avoir travaillé pendant, je crois, 15 ans chez Microsoft, une grande entreprise de technologie américaine. Il s'est mis à son compte et il est un spécialiste des révolutions numériques dont il rend compte depuis 2006 dans un rapport annuel du salon CES Las Vegas, et il y décrypte les tendances des technologies, leur adoption par les consommateurs, et puis il fait un petit peu la part des choses entre les illusions et les réalités. Alors le dernier rapport qui fait 400 pages, tout rond, oui. Tout rond. Il est tout chaud. Il est en ligne, bien sûr, sur le blog d'Olivier, qui le met en ligne en open source. Donc c'est ça la particularité. Il va nous raconter. En open source, et en plus, je ne demande même pas l'email Voilà, donc c'est gratuit, pour le dire aux gens autrement. qui téléchargent. Donc c'est gratuit jusqu'au bout des Voilà. ans. Sylvain a fait un papier qui en rend compte déjà ce matin en partie, parce que c'est difficile de résumer 400 pages dans un seul article, mais il a fait un papier ce matin qui vous permettra également de le retrouver. Et puis, vous retrouverez l'interview d'Olivier que nous sommes en train de faire dans la tribune de ce jeudi. Alors, comme vous l'avez dit, la matinée est divisée en 3 parties, mais peut-être pour commencer avec Olivier, donc pour nous parler de CES Las Vegas 2018, peut-être vous proposer, Olivier, de nous donner en quelques minutes un peu le résumé, si je peux dire, pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire les 400 pages, des tendances observer cette année. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a vraiment du nouveau cette année à Las Vegas, ou est-ce que finalement on est dans une espèce de continuité? On a parfois l'impression quand même qu'on nous vend, j'allais dire du rêve, mais pas forcément des choses très pratiques ou immédiatement utilisables. Mais en même temps, il y a des révolutions assez, je dirais, souterraines qui sont en train d'arriver, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez observé cette année de particulier à Las Vegas? Bon, il faut savoir d'abord qu'un salon comme le CES, c'est juste une photographie à un moment donné de tout ce qui se passe dans le monde entier, dans l'innovation. Donc j'ai toujours trouvé un petit peu péremptoire de considérer qu'il n'y avait pas d'innovation quand on regardait ce qui se passait dans le monde entier à un moment donné. Donc la question, c'est d'analyser d'où vient l'innovation, comment elle se manifeste, à quel état de maturité elle est selon les sujets. Alors, la personne qui visite pour la première fois le CES en 2018, qu'est-ce qu'elle va découvrir ou qu'est-ce qui va la surprendre? C'est d'abord la quantité de véhicules autonomes qu'on y voit. Il y avait un hall quasiment entier, plus des zones à l'extérieur, un très grand nombre de sociétés qui sont présentes sur ce sujet, y compris des marques qu'on ne connaît même pas, que j'ai moi-même découvert quasiment avant le CES, comme une société qui s'appelle Byton, qui m'a surpris, une société qui mélange des Américains, des Anglais, des Chinois et des Allemands, et un Français, et qui crée un véhicule autonome très surprenant. Vous allez voir évidemment une quantité incroyable d'objets connectés dans un hall énorme qui est plus grand que Vivatech, hein, donc qui contient de l'ordre de 1500 sociétés, où là vous allez trouver de tout, des produits pour le sport, pour les bébés, pour dormir, et là vous en avez une quantité absolument astronomique. Alors moi, ce que je regarde de près, et je suis un petit peu un oiseau rare de ce point de vue-là quand je visite le salon, j'aime bien regarder ce qui se passe au niveau des composants électroniques. C'est un peu bizarre de se focaliser là-dessus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en observant ce que font les Qualcomm, les Intel, les sociétés moins connues comme Texas Instruments et d'autres, on peut voir quels composants émergent, ou Nvidia, qui est très connu maintenant, on peut voir les composants qui émergent, qui après vont rentrer dans les produits dans 1 an, 2 ans. Et donc je regarde toujours ça de très près. Et alors, en allant rencontrer un certain nombre d'entreprises de ce secteur-là, j'ai vu à quel point l'intelligence artificielle était un sujet important pour l'industrie, et ça on le voit avec la commande vocale qui est omniprésente dans tout un tas de produits qu'on rencontre au CES, mais on voit à quel point ça mobilise aussi les industries du hardware. Et la quasi-totalité des sociétés qui font des composants, ce qu'on appelle des chipsets, que ce soit des chipsets pour les smartphones, des chipsets pour les serveurs, des chipsets pour l'embarquer dans les objets connectés, ou pour des caméras de surveillance par exemple, tous sont mobilisés pour intégrer des fonctions d'intelligence artificielle dans leurs produits, pour finalement distribuer la capacité à reconnaître la parole, reconnaître les images ou traiter des données dans l'ensemble des objets connectés sur la planète. Et donc ça, c'est un phénomène qui est un petit peu un sous-jacent, qui est assez impressionnant. Autre exemple de sous-jacent qui est en train d'émerger quand on visite le salon, mais qu'on verra dans quelques semaines à Barcelone au Mobile World Congress, c'est toute la mobilisation des équipementiers télécoms autour de la 5G.
Alors, ils nous enfument un petit peu parce qu'ils nous disent que dans 1 an, 2 ans, il y aura des offres 5G, alors que les standards ne sont pas encore secs. Mais ils sont vraiment mobilisés pour finalement développer tout un tas de scénarios et de technologies qui vont rendre possible des applications comme les véhicules autonomes, que je viens d'évoquer, des applications comme la santé, des applications qu'on appelle les applications de mission critique, c'est-à-dire où on a besoin de temps réel, où on a besoin de télécommunications extrêmement performantes. Et donc, il y a toute une mobilisation qu'on peut observer justement en visitant le salon, qui va impacter toutes les industries. Alors, ce qui me frappe quand je visite le salon, d'ailleurs j'ai créé une rubrique dans le rapport exprès pour ça, c'est de voir à quel point les transformations liées au numérique, alors j'appelle pas ça la transformation digitale, qui est une appellation que j'aime pas trop, elles impactent en fait toutes les industries. Donc quand vous visitez un salon comme le CES, que vous soyez un banquier, un assureur, une mutuelle, un constructeur automobile, une société du BTP ou même des agriculteurs que j'ai rencontrés dans l'avion, qui prennent le même avion que moi, vous êtes intéressé par le CES, parce qu'il y a quelque chose qui va vous concerner. Vous êtes agriculteur par exemple. Si vous visitez le CES, eh bien, vous allez rencontrer par exemple plein de sociétés chinoises qui font des drones, donc des hélicoptères drones, pour l'agriculture. Donc finalement, moi j'ai vu un glissement de valeur, et il y a moins de drones grand public classiques avec des drones jouets, comme ceux que Parrot faisait, et fait encore, et on a vu apparaître tout un tas de drones qui sont capables de faire des l'épandage d'insecticides. C'est pas très poétique, hein, mais tout d'un coup, on voit plein de Chinois qui se mettent à faire ça. Dernier point justement, c'est les Chinois. Le CES, c'est un salon où on peut faire de la géopolitique. Au sens, essayer de comprendre quels sont les acteurs qui émergent, qui se développent venant de continents différents. Alors, chaque année, quand j'y vais, j'essaye de comprendre le jeu entre les Chinois, les Taïwanais, qui sont chinois pour les Chinois, mais bon, c'est pas pareil, les Coréens et les Japonais. Et de voir comment ces 4 pays évoluent les uns par rapport aux autres. Alors, on voit par exemple que les Japonais vont pas très bien dans les produits grand public. Ils ont tendance à se respécialiser dans des applications professionnelles. Et l'exemple qui m'a frappé, c'est de voir par exemple le stand de Panasonic, qui a toujours été exposant depuis le début du CES, qui n'avait quasiment aucun produit grand public sur son stand. Il n'y avait plus d'appareils photo, il n'y avait plus de télévision, il n'y avait que des voitures et des applications dites de la Smart City. Et aussi des sièges de passagers pour des avions qui est un de leurs business. Alors c'est intéressant de voir cette espèce de mouvement. On voit émerger des acteurs chinois, et tous les ans, les Chinois prennent de la place. Les Chinois qui m'ont marqué cette année, c'est Beidou et Alibaba, qui sont à l'origine des sociétés de l'Internet, mais qui se mettent à faire des solutions logicielles, voire même de matériel, qui veulent, en gros, en copiant un petit peu les stratégies de Google ou d'Amazon, élargir leur portefeuille d'activité, et ils le font d'abord en se focalisant sur leur propre marché, mais quand même avec des velléités de s'intégrer dans les marchés européens et américains. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer d'un point de vue géopolitique en visitant le salon. Donc il y a aussi une tendance à la professionnalisation, c'est ça que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'on va vers le Professional Electronic Show? Est-ce que c'est plus maintenant finalement varié, ou peut-être parce que aussi l'adoption de ces objets connectés par le grand public, on en reparlera tout à l'heure avec Stéphane Bobo, n'est pas forcément aussi génial, rapide qu'on ne le penserait? Il y a plein d'explications sur cette notion de professionnalisation. Moi, j'en ai une très simple, qui est liée au fait que ce qu'on appelle en français le go-to-market, la manière d'aller diffuser des produits sur le marché passe de plus en plus souvent par des intermédiaires qui sont même des professionnels. Donc, typiquement, si vous avez une solution de caméra de surveillance, vous n'allez pas la vendre aux citoyens. Vous allez la vendre aux villes qui les installent dans leurs infrastructures. Donc, c'est du B2B2C, comme on dit dans le jargon. Donc, il y a énormément de solutions, notamment dans le monde des objets connectés, qui peuvent être vendus sous cette forme-là. Les composants électroniques aussi. Alors, il y a une explication aussi qui est très prosaïque. Il faut savoir que sur ce salon, où il y a environ 175 à 180 000 visiteurs par an, un tiers des visiteurs sont les exposants. Bah oui, et qui font leurs propres courses. Donc, vous pouvez très bien avoir des gens d'Amazon qui a un tout petit stand planqué dans un coin ou qui essayent de promouvoir Alexa, mais vous allez avoir 1000 acheteurs d'Amazon qui font leurs courses. Vous allez avoir tous les constructeurs de produits finis pour le grand public qui font leurs courses de composants et de briques logicielles. Et donc, une start-up française qui expose sur Eureka, elle peut faire quelque chose qui est peut-être assez obscur vis-à-vis de la distribution et du grand public, mais qui peut intéresser un industriel qui a besoin d'acheter des composants. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au CES, il y a une sorte de shadow trade show. Il y a un salon caché. Alors, il n'est pas caché volontairement, mais il y a à peu près 1000 sociétés sur les 4500 exposants
en plus des 4500 exposants officiels, qui choisissent d'aller dans des suites, dans des hôtels, qui ne sont pas inscrits comme exposants du salon, et qui font venir leurs clients, en général, plutôt en mode B2B2C, c'est-à-dire qu'ils ont un composant qu'ils vont vendre à quelqu'un qui va l'intégrer dans sa solution. Et ça, c'est très difficile à inventorier. Moi, j'en connais quelques-uns, français ou étrangers, mais c'est une part significative du salon. Et pourquoi ça fonctionne comme ça ? C'est une raison très simple qui est très business. C'est comme beaucoup de décideurs du monde entier sont là, vendeurs et acheteurs, c'est une sorte d'énorme place de marché gigantesque à l'échelle de Las Vegas, eh bien, un grand nombre de sociétés y viennent pour rencontrer leurs clients, leurs partenaires, leurs prospects, parce qu'ils sont là. Et ils profitent des 4 jours du salon pour les rencontrer. Une des choses intéressantes aussi avec le CES, c'est que c'est un salon qui permet de voir l'état de l'art de l'innovation dans le monde, notamment l'évolution des technologies qui demain seront partout. Et vous avez mentionné l'IA, l'intelligence artificielle. Elle a été vraiment partout cette année au CES. Elle était aussi très transversale, beaucoup plus peut-être que les autres années. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur ça, et notamment l'IA émotionnelle aussi que vous avez mentionné dans votre article, qui est toute cette IA autour de l'émotion et la capacité de l'IA de créer l'empathie avec l'utilisateur, qui pourrait être la condition de son adoption par le grand public en fait. Notamment, il y a un petit chien robot japonais. C'est le Aibo de Sony qui est tout mignon. Enfin, en tout cas, il est plus mignon que celui d'avant, que la version d'il y a une dizaine d'années. Alors, l'IA d'abord et après l'IA émotionnelle. L'IA, effectivement, est très transversale. C'est une technologie transversale qu'on va trouver un peu partout. Alors, si on voulait résumer l'IA au salon, sur ce CES, c'était la commande vocale, puisqu'il y avait une bataille entre Amazon et Google qui était manifeste. Pour ceux qui y étaient et qui l'ont vu, Google avait en gros acheté tous les panneaux publicitaires de la ville de Las Vegas, pour faire simple. Imaginez tous les 4.3 à Paris qui avaient que du Google, quoi. Ça serait un peu choquant, quoi. Et là, ils avaient tout acheté. Alors, c'est sur des panneaux tournants avec des écrans à LED, mais c'était quand même assez impressionnant de voir cette espèce d'énorme effort marketing qui relève d'une sorte de guerre de duopole, puisqu'en fait, il y a Amazon qui est face à Google dans cette bataille de la commande vocale, des objets connectés pour la maison, mais pour la voiture, pour les frigos, pour les robots, pour tout et n'importe quoi. Ça, c'était le premier élément. Et effectivement, derrière cette bataille de la commande vocale, et Stéphane en parlera un petit peu tout à l'heure, qui joue un rôle important dans la maison connectée, il y a des sous-jacents qui sont plutôt des technologies émergentes, dont effectivement les technologies de détection des émotions. Alors, comment ça passe, la détection ? Par où ça passe ? Il n'y a pas énormément de sociétés qui le font et qui le font bien, mais ce sont des sociétés qui essayent de capter un maximum d'informations sur les utilisateurs, typiquement en analysant les visages, en analysant la voix. Le timbre de la voix, par exemple, est extrêmement riche en informations. Et en mélangeant ces informations, en utilisant des techniques de réseaux de neurones spécialisés, enfin, qui sont spécifiques au monde de l'IA, ils sont capables de déterminer le mood, c'est-à-dire l'humeur d'une personne, et de faire réagir le système en concordance avec l'humeur de l'utilisateur. Alors c'est très important dans plein de cas de figure. C'est important pour choisir sa musique à la maison, c'est important quand on conduit un véhicule à conduite non pas autonome mais assistée, c'est important pour les robots, pour que de petits robots, enfin des robots plus ou moins grands, qui interagissent avec des utilisateurs puissent tenir compte de l'état de l'utilisateur. Alors, le paradoxe étant qu'il y a des sociétés qui essayent de travailler dans ce domaine-là et qui font des progrès. J'ai notamment découvert une boîte française de San Francisco créée par un Français qui s'appelle EmoShape. Alors, eux, ils ont carrément décidé de faire un composant électronique qui est capable de capter tout ça et de sortir du composant ce qu'on appelle des informations primitives qui dit, voilà, l'état de l'utilisateur. Et comme ça, le développeur qui va exploiter le composant n'a pas besoin de savoir comment ça marche. Il sait, l'utilisateur est énervé, content, patient, pas patient, etc. Et il va savoir en tirer quelque chose. Et donc, il y a déjà des sociétés qui font ce genre de choses. Justement, qu'est-ce que vous avez vu de plus génial sur l'IA au CES en 2018 ? De plus génial sur l'IA ? J'ai rien vu de génial. Mais enfin, en même temps, non, mais au sens, parce que ça fait des années que je suis le sujet, donc il en faut beaucoup pour me surprendre. J'ai de tête, j'ai du mal à dire génial. Ce que je trouve impressionnant, c'est de voir les progrès réguliers que les équipementiers automobiles et les constructeurs automobiles font dans le véhicule autonome, qui est aussi bourré d'IA. C'est de voir à quel point, par exemple, les véhicules autonomes d'aujourd'hui, donc exploitant des composants d'aujourd'hui, sont capables de comprendre ce qu'il y a autour d'eux, avec toutes leurs caméras, leurs lidars, leurs lasers, leurs radars, leurs capteurs ultrasons, pour intégrer tout ça et comprendre vraiment et faire rouler leur voiture. Alors d'ailleurs, il y a une société française qui est très connue qui s'appelle Navia, qui faisait rouler et un minibus et son taxi, l'autonome cab, dans les rues de Las Vegas. Alors ce n'était pas des rues très encombrées là où ils étaient installés, mais c'était un début intéressant. Et on voit beaucoup de progrès. C'est pas forcément toujours évident pour le commun des mortels de comprendre comment ça évolue, mais d'année en année,
des progrès significatifs sont réalisés. En fait, je vais te dire un truc, ce qui m'impressionne le plus, c'est plutôt les performances de NVIDIA. Je suis allé assister à leur conférence de presse, j'ai vu leur stand, j'ai vu ce qu'ils proposaient. NVIDIA est en train de devenir le Intel de l'intelligence artificielle. À savoir que, pour l'instant, ils battent à plat de couture tous les autres acteurs du marché en termes de performance brute sur leurs processeurs. Leurs processeurs peuvent être installés dans des serveurs. Donc, en fait, sans que vous le sachiez, le traitement de la parole ou la reconnaissance d'image dans des data centers, dans le cloud, c'est fait par des processeurs NVIDIA, mais vous ne le voyez pas. Ce sont aussi des processeurs qui peuvent équiper des voitures. Une Tesla tourne sur du NVIDIA aujourd'hui, avec l'autopilot. Et ce sont des processeurs qui vont se retrouver dans des caméras de surveillance, par exemple. Donc, en fait, ils sont partout. C'est assez sidérant. Et j'aime bien l'histoire de NVIDIA, parce que l'histoire de NVIDIA, c'est l'histoire d'une boîte qui a failli mourir parce que le monde des GPU, donc des processeurs graphiques des PC, est un monde qui était en déclin. Ils ont essayé, dans un premier temps, d'aller utiliser leur GPU pour alimenter les smartphones, mais ils se sont heurtés à Qualcomm et à Mediatek qui dominent ce marché-là, et ils n'ont pas réussi. Et ensuite, ils ont essayé d'aller dans la voiture. Ils ont commencé à réussir, mais sur des petits volumes. Tesla, ce n'est pas des volumes énormes de voitures. Et heureusement, ils ont d'autres constructeurs que Tesla. Ils ont des partenariats avec Valeo, avec ZF en Allemagne, avec Bosch. Ils ont réussi à se mettre partout dans le monde des véhicules autonomes. Et derrière, ils ont fait cette reconversion sur l'IA qui est extraordinaire. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Mais d'un point de vue industriel, c'est remarquable. Et c'est une société qui vend en chiffre d'affaires, qui fait plus de chiffre d'affaires avec ses processeurs graphiques et processeurs d'intelligence artificielle que IBM dans le hardware aujourd'hui. 8 à 9 milliards de dollars. Est-ce que tu es revenu de Las Vegas en ayant une idée de la date à laquelle va se généraliser la voiture autonome dans nos villes? On en parle beaucoup. Alors, moi, j'étais à Davos. Il y avait un sondage qui était fait de savoir est-ce que c'est dans 5, 10, 15 ou 20 ans, et la moyenne était plutôt au moins de 15 ans. C'est-à-dire que les gens sont assez pessimistes en réalité sur la généralisation. Ils croient peut-être à l'arrivée d'un taxi autonome dans les 5 ans qui viennent. Alors j'ai une réponse très simple, il n'y a pas de date. Il n'y aura pas de date. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, comme beaucoup de technologies, on est face à une technologie qui va se déployer progressivement. Elle va se déployer là où d'abord c'est facile de la mettre en œuvre. Et puis petit à petit, elle va aborder des endroits où c'est difficile. Alors, où est-ce que c'est facile? C'est facile dans des villes nouvelles de mettre des véhicules autonomes. D'ailleurs, il y a des villes nouvelles. Il y en a une qui est en train d'être construite en Arizona, financée par Bill Gates, je crois. Il y en a d'autres qui sont en Chine aussi également. Donc dans les villes nouvelles, c'est pas compliqué. Ils vont dire qu'il n'y aura que des voitures autonomes. Donc il n'y aura pas de problème d'interopérabilité. Dans les pays du Golfe aussi, oui. Et dans les pays du Golfe, alors ils vont mettre des hélicoptères aussi. Voitures volantes. Des voitures volantes ou des hélicoptères autonomes. Donc ça va commencer par là. Après, il y aura une deuxième étape qui a déjà démarré d'ailleurs, au moins de manière expérimentale, qui est la conduite sur des autoroutes où il n'y a pas grand monde. Genre, tu traverses le Nevada ou l'Arizona, c'est pas très difficile de faire tourner un camion ou une voiture de manière autonome, tout en ayant un conducteur qui est là et qui peut reprendre le contrôle de la voiture au cas où. C'est ce qu'on appelle le level 3 ou le level 4 au niveau de l'autonomie des véhicules. Et puis petit à petit, ça va arriver dans les villes. Et puis en dernier, la place de l'Étoile. C'est un processus continu. Donc tous les ans, vous allez voir des sociétés qui vont petit à petit déployer les véhicules. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens de Keolis et avec les gens de Transdev, de sociétés françaises qui sont des opérateurs de services publics dans les transports et qui expliquent ça très bien. Ils disent par exemple qu'à Rouen, ils vont expérimenter cette année, ils vont expérimenter en fait des véhicules autonomes. J'ai oublié d'ailleurs le construire, c'est avec Renault, avec des Zoé autonomes. Ils vont expérimenter ça sur des trajets qui sont à peu près prédéterminés pour faire ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire le trajet entre la gare et le domicile, ou la gare et des lieux comme les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs qui sont à Rouen. Et donc, ils vont l'expérimenter dans une zone, on va dire, sous contrôle. Donc, et petit à petit, ils vont élargir ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date. Tu n'as pas une date où tout le monde va se mettre à utiliser les véhicules. Le problème étant qu'il faudra toujours gérer l'hétérogénéité. C'est justement ce que j'ai trouvé intéressant au CES en 2018, c'était aussi la transversalité entre les technologies et leur environnement, notamment la Smart City. Pour la première fois, le CES avait un espace dédié à la Smart City, et en fait, on se rend compte que la Smart City, elle est partout, elle n'est pas seulement dans les quelques mètres carrés que le CES avait consacrés à la Smart City. Et donc, du coup, cette interopérabilité entre les technologies et leur environnement, c'est aussi quelque chose qui a été intéressant, avec beaucoup de nouvelles solutions, justement, dans la ville de demain, en fait. Des gens qui se projettent dans la ville de demain, notamment les constructeurs automobiles, mais aussi plein d'autres acteurs. Oui, alors justement, la Smart City, quand on visite le salon, ça frappe. On comprend évidemment que la Smart City n'est pas un produit.
La Smart City, ce sont des systèmes plutôt complexes, avec plein d'acteurs à mettre en musique pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc, le nombre d'acteurs qui s'investit dans le domaine dépasse de loin la toute petite zone de 85 exposants qui était dédiée à la Smart City. Alors, je peux donner deux ou trois exemples d'acteurs. Il y en a un qui m'a frappé cette année au CES, c'est Ford. Ford fait partie de ces constructeurs qui ne savent pas trop où ils habitent, hein, parce qu'ils voient le véhicule autonome arriver, ils se demandent quelle va être leur valeur ajoutée, ils sentent que le véhicule autonome va être partagé, beaucoup plus que possédé par ses utilisateurs, donc ils se demandent finalement qu'est-ce qu'ils vont vendre dans le futur. Et le stand de Ford et la conférence qui était un des keynotes du patron de Ford était assez éloquent de ce point de vue-là. Ils ne parlaient quasiment pas de leur véhicule. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils ont fait une erreur marketing monstrueuse en présentant des véhicules autonomes en disant que c'était des projets de recherche, un peu dans la lignée de ce que tu viens de dire tout à l'heure, du genre peut-être que dans 10 ans ça marchera, alors que tous les autres constructeurs disent non, c'est bon, dans un an ça marche. Et à côté de ça, ils disent on va devenir opérateur dans le cloud de flotte de véhicules, on va être partenaire de services de livraison, etc., etc. Donc on va construire en fait, et en plus on va travailler avec les villes pour que ça fonctionne, est-ce que en symbiose. Je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est pas, on parle de matinale de la disruption, est-ce que c'est pas un bon exemple de disruption, c'est-à-dire de capacité, plus exactement en tout cas, d'un groupe qui voit qu'il pourra pas forcément être dominant sur une technologie, d'essayer de devenir autre chose, de chercher un nouveau business model? Justement, c'est remarquable. C'est remarquable de capacité de remise en cause, de se poser ce genre de questions. Le paradoxe étant que ça peut aussi dérouter. Il se trouve que quand j'ai visité le stand de Ford, j'étais avec 2 députés français et qui ont dit « Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de voiture, leur stand, il est pourri. » Parce qu'on s'attendait à avoir des voitures, on s'attendait à avoir de la technologie. Et en fait, il y avait un énorme écran qui servait à présenter des scénarios d'usage de l'intégration responsable et écologique de la voiture électrique dans le contexte de la ville. Donc c'est un message qui est très différent du message habituel d'un constructeur automobile, alors que chez Nissan, du groupe Renault, ou chez Toyota, on voyait ou des robots, ou des véhicules, alors qui est électrique, qui est à hydrogène ou autre, mais dans un contexte, je vends des véhicules de manière classique. Alors, par contre, je voudrais revenir sur cette boîte qui m'a vraiment scotché, qui s'appelle Byton. Une boîte chinoise avec plein de nationalités impliquées. Bon, j'ai découvert par la bande que c'est une voiture que vous pouvez voir sur Internet. Elle est conçue au niveau du design par un Français qui s'appelle Benoît Jacob, qui est un ancien de BMW. Alors ça, personne n'en a parlé au CES, mais je l'ai découvert par hasard. C'est quelqu'un de cette boîte-là qui m'a dit, il m'a vu que j'étais français, il m'a dit « Ah, vous savez, il y a un designer français qui a créé la voiture. » Je dis « Je note et tout. » Et donc, cette boîte est extraordinaire. Ils ont levé 250 millions de dollars, financés par Tencent et Foxconn, donc les Chinois. Ils prévoient de construire une usine de 1 milliard de dollars, donc c'est à peu près le même montant que ce que Tesla a mis dans son usine dans le Nevada. Et ils se disent, voilà, on va faire un véhicule, une sorte de berline, et cette berline, elle va intégrer tout ce qu'on peut imaginer de moderne pour gérer la vie des gens, et notamment dans le cas d'un véhicule partagé. Et là, vous avez un écran d'1,25 m devant vous, dans la console du véhicule, vous avez des écrans sur les passes arrière, vous n'avez pas de poignée sur la porte, ça sert à rien, puisque les caméras de la voiture vous reconnaissent quand vous arrivez près de la voiture, vous appuyez sur un bouton, ça ouvre la porte. Vous rentrez dans la voiture, vous avez tout un environnement numérique qui est personnalisé en fonction de vos goûts, en liaison avec votre propre téléphone. La voiture, elle est calibrée pour avoir une antenne sur le toit qui supportera la 5G et un débit de 10 gigabits par seconde. Là, vous dites, 10 gigabits par seconde, c'est quand même beaucoup, quoi. En fait, ils voient très loin. Ils voient très très loin et ils imaginent des usages du futur. Ils imaginent des usages où il y a un lien entre la montre, le téléphone, la voiture, la collaboration entre plusieurs personnes qui vont se retrouver dans un véhicule. C'est la fin de la propriété de la voiture individuelle. C'est la voiture c'est ce qui risque d'arriver. Partagée, c'est ça l'avenir. Justement, moi je pense que la plus grosse disruption qui interviendra dans les véhicules autonomes, c'est que le véhicule autonome va signer, non pas totalement, mais partiellement la fin du véhicule qu'on possède. Et moi j'ai une règle tout à fait empirique qui n'est pas technologique pour le déterminer, c'est en combien de temps peut-on obtenir son véhicule. Supposons que je sois venu avec ma voiture ici. Je me suis garé au parking le plus proche. Il se trouve que je ne suis pas venu en voiture, mais je ne sais pas où il est le parking le plus proche. Il faut que j'aille retrouver la voiture et je vais passer entre 5 et 10 minutes pour retrouver mon véhicule, surtout dans ce coin-là où les parkings ne sont pas très nombreux. Si vous faites Uber, le Uber, il arrive assez rapidement, ou un chauffeur privé ou un équivalent. Mais si vous avez des véhicules autonomes dans une flotte de type Uber ou équivalent, il arrivera beaucoup plus rapidement que votre propre voiture, que vous allez devoir chercher dans un parking, sans voiturier en tout cas. Et donc, le gain de temps est évident.
Or, dans l'accès aux véhicules, ce qui compte notamment pour les cadres, les gens qui circulent beaucoup, bah, c'est la praticité. Donc, si le véhicule personnel s'obtient plus rapidement que, le véhicule partagé s'obtient plus rapidement que le véhicule personnel, à terme, le véhicule personnel disparaîtra. Mais pas entièrement, évidemment, puisqu'il y a le véhicule plaisir, le véhicule luxe, il y a tout un tas de raisons d'avoir son propre véhicule. Et une autre métaphore que j'aime bien utiliser, c'est que le doudou physique, vous savez, les sièges à rouleau, le truc qui pend au rétroviseur, va être remplacé par des doudous numériques qui viendront du cloud et de la 5G. Donc vous voyez, il y aura des évolutions radicales dans la consommation dans ces véhicules. Alors une des choses aussi qu'on a vu au CES qui était immanquable, c'est encore une fois la présence française. Plus de 400 exposants français, énormément de start-up, deuxième délégation mondiale de start-up derrière les États-Unis dans l'Eureka Park, qui est l'espace consacré aux jeunes pousses les plus innovantes. Donc en fait, est-ce que on voit que la France est un des seuls pays du monde à investir autant de CES? Est-ce que les startups françaises et l'écosystème français, l'État, les régions, ne considèrent pas un peu le CES comme un salon miracle? Et est-ce qu'ils ont raison en fait de penser comme ça? Oui et non. C'est important d'être au CES quand on est dans le marché du CES. C'est important d'y aller quand on a un produit à vendre, quand on a une technologie qui peut intéresser l'écosystème des produits grand public. C'est vrai que c'est le salon où il faut être. Pourquoi? Parce que c'est le salon où les décideurs sont là. C'est un des rares salons d'ailleurs dans le monde des produits numériques grand public où il y a à la fois Hollywood, la Silicon Valley, les Asiatiques et les Européens. Il n'y a pas beaucoup de salons qui présentent cette combinaison. Il y a un nombre de décideurs absolument dingue, y compris d'ailleurs français. Il y a 5000 Français à peu près qui visitent le salon, dont beaucoup de décideurs, des directeurs informatiques, des Chief Digital Officers, des directions générales, des COMEX, des responsables produits, des responsables innovation. Tous ces gens-là visitent le salon. Et des politiques. Et des politiques. Notamment des régions. Les politiques n'apportent pas beaucoup de business en général. Ce sont les entreprises qui apportent du business. Et puis surtout, il y a tous les distributeurs du monde qui viennent. Stéphane en parlera, mais le premier visitorat du CES, ce sont des distributeurs de produits. Donc c'est les acheteurs d'Amazon jusqu'aux petits vendeurs de hi-fi de l'Arkansas et pareil dans le reste du monde entier. Et en France, vous avez les Conforama, les But, les Auchan, Carrefour, Darty, Fnac, etc. qui viennent faire leurs courses pour l'année, voire pour les cadeaux de Noël de la fin de l'année. Donc c'est un salon du business, et donc c'est normal d'y être. Alors pourquoi peut-on considérer qu'il y a peut-être trop de Français? Il y a un surinvestissement ou pas? Parce qu'on voit que pourquoi les autres pays n'y vont pas autant que les Français? Alors, en fait. Par exemple, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ils ont un écosystème de start-up qui est extrêmement bien développé aussi, Israël, et ils n'ont pas beaucoup de start-up au CES, mais beaucoup de présence. Donc pourquoi est-ce que la France y est plus que les autres? Alors, j'ai pas une explication scientifique là-dessus. Ce que j'ai observé, c'est que cette croissance de la présence française a démarré en 2014. C'est au moment du démarrage de la French Tech. Il y a probablement une sorte de cercle vertueux qui a déclenché ce processus-là. Il y a eu la French Tech. Il y a eu effectivement l'appel d'air politique sur le sujet. Ça a commencé avec Fleur Pellerin à l'époque. Il y a eu ensuite un attrait assez significatif des entrepreneurs français pour le monde des objets connectés. Regardez l'usine IO qui s'est créée, le Hardware Club. Il y a un écosystème français autour des objets connectés qui associe d'ailleurs des talents assez variés. Il faut savoir, pour faire un objet connecté, il faut être bon dans plein de disciplines. Il faut être bon dans le design, il faut être bon dans le matériel, il faut être bon dans le logiciel, il faut être bon dans le cloud, il faut être bon dans la distribution. C'est d'ailleurs un des business les plus compliqués qui soit dans le monde du numérique. Donc il se trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés là-dedans. Donc comme le CES est l'endroit où il faut aller pour vendre, il y a une certaine conjonction d'intérêts. Il y a un autre phénomène qui est que de plus en plus de grandes entreprises françaises qui avaient tardé à comprendre l'intérêt d'être présents au CES se sont réveillées. Alors parfois ce ne sont pas les bonnes, mais en tout cas, par exemple Valeo, qui pour moi est quand même c'est un grand équipementier français, ça fait 4 ans qu'ils sont au CES. C'était important que Valeo soit là. Moi depuis que j'y allais depuis 2006, je voyais Delphi, Visteon, tous les concurrents de Valeo, ils étaient sur le salon. Donc il était logique qu'ils y aillent, dans la mesure où leurs clients sont des clients du monde entier. Les constructeurs automobiles français correspondent à une toute petite partie du chiffre d'affaires de Valeo, donc c'est logique qu'ils y aillent. Faurecia, qui est son alter ego, plutôt dans l'équipement de l'habitacle dans les véhicules, y était pour la première fois cette année. Donc c'est fondamental d'avoir ce genre d'acteurs. Et donc en fait, il y a une espèce de mise en musique des grands acteurs d'un côté et des startups qui parfois viennent accompagnés par les grands. Alors typiquement, Engie a ses propres startups, La Poste a ses grandes startups, même si le business international de La Poste n'est pas le même que celui de Valeo. Vous avez Dassault Systèmes qui était là pour la 3e fois, qui avait une dizaine de startups sur son stand. Donc, quand je vois les grandes entreprises françaises, voire même des PME françaises comme Quant
ou Yplay, qui est une société de Marseille dans la télévision, qui accompagne des startups de leur écosystème, je me dis, là, il y a une synergie qui est intéressante. Donc, il y a une mise en musique qui commence à être intéressante. Alors là où il y a ce que j'appelle les erreurs de casting, c'est quand vous avez des petites startups françaises, franciliennes ou régionales, qui décident d'aller au CES pour vendre un produit qui est un logiciel d'entreprise. Là, vous dites, quel rapport avec le CES? Pourquoi? Parce qu'il y a entre 1000 et 3000 décideurs français qui visitent le salon. Là, c'est 18% des startups françaises, selon vous. Alors, j'ai compté 20% de startups qui n'étaient pas que dans cette catégorie-là. Les 20% de ce que j'appelle les erreurs de casting, c'est ceux qui vendent des solutions B2B qui y vont pour voir des clients français. Ce sont aussi des sociétés qui font que du logiciel grand public, et il se trouve que le CES n'est pas un très bon salon pour vendre du logiciel. Pourquoi? Parce que comme le visiteur principal, c'est le revendeur de hardware, le revendeur de hardware ne s'intéresse pas trop au logiciel. Et puis, il y a, et ça c'est très difficile à qualifier, celles des startups qui viennent trop tôt. Et là, ce n'est pas forcément une erreur de casting, c'est une erreur de timing. À savoir que si vous y allez trop tôt, et si vous n'êtes pas prêt, si votre produit va être fabriqué que dans 2 ans, qu'est-ce qui va vous arriver? D'abord, vous aurez du mal à vous financer, même si vous avez eu de la visibilité dans les médias français ou américains ou étrangers. Et puis, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez être copié avant même d'avoir sorti votre propre produit. Et c'est déjà arrivé à des startups françaises, j'en ai trouvé 3, que j'ai vu l'année dernière au CES, qui ne sont pas revenus parce qu'elles ont eu du mal à se financer ou qu'elles ont choisi de ne pas revenir, et qui étaient déjà copiées par des Chinois. Donc, le timing est très important. En même temps, il ne faut pas y aller trop tard. Il faut y aller au bon moment pour asseoir sa présence qui est fondamentalement d'un côté médiatique à l'échelle mondiale et de l'autre côté une présence vis-à-vis des distributeurs. Il faut combiner les deux pour être efficace dans sa présence sur le salon. On y va quand on a un produit à sortir dans l'année en fait. Il vaut mieux être à moins de 12 mois, ce qui est très dur dans les objets connectés. C'est très très dur d'être à moins de 12 mois. Et ces erreurs de casting, c'est la faute à qui? Aux régions? Et comment est-ce qu'on peut éviter ça pour l'an prochain? Alors, les erreurs de casting, elles peuvent venir d'une propension de certaines régions à vouloir gonfler un petit peu leur écosystème pour présenter une façade attrayante de leur écosystème de start-up. Ça joue un rôle. Et puis, il peut y avoir aussi simplement des start-up qui sont attirés par les lumières de Las Vegas, qui se disent il faut absolument que j'y aille, mais qui n'ont pas lu mes anciens rapports du CES, qui n'ont pas écouté Stéphane, qui n'ont pas été confrontés à suffisamment de spécialistes pour vraiment déterminer si c'est le bon moment d'y aller. Et le paradoxe étant que même ceux que je considère comme étant un peu ric-rac au niveau de leur présence, ils sont contents. Hein. Ils ont vu des clients, souvent français, ils ont rencontré du monde, ils ont par exemple obtenu du feedback. Alors en fait, moi je ne me bats pas contre cette espèce de régionalisme exacerbé qui est vrai et très présent sur le CES pour une raison simple, c'est que les autres pays le pratiquent aussi. Alors moi je suis sidéré que même les Coréens le pratiquent, parce que les Coréens ils ont Séoul mais ils ont Daegu, qui est la ville du sud de Séoul, et ils ont leur stand Daegu. Les Chinois, ils ont des zones par ville aussi. Shenzhen c'est les 2 tiers, mais toutes les autres villes chinoises ont leur zone. Même les Canadiens, ils ont le Canada, en fait c'est l'Ontario, et à côté vous avez le Québec. Les Belges même, il y a une zone belge wallonne. Donc en fait tous les pays sont victimes du régionalisme. Je pense que ce qu'on peut améliorer, on ne pourra pas facilement contrer ce régionalisme pour des raisons politiques. Ce qu'on peut améliorer, c'est la thématisation de notre présence. C'est faire en sorte que des entreprises françaises y viennent plus ou moins groupées autour de thématiques fortes. Et il se trouve qu'on a 3 thématiques fortes dans notre présence au CES depuis des années. On a la maison connectée, on a la santé et on a les transports. Ça correspond à plus de 40% des exposants français. Il se trouve que sur ces 3 sujets, il y a déjà des débuts de clusterisation de la présence. Il y avait une zone à l'extérieur du salon, qui fait partie du CES, où il y avait Valeo, Forestia, Arcamis, qui est une PME qui est spécialisée dans l'audio, et 7 à 8 startups accompagnées par Business France et par Systématique. C'est une bonne démarche, ça. Même si d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils étaient tous coordonnés les uns les autres, mais on a mis au même endroit des sociétés françaises qui représentent quelque chose dans un domaine donné. Dans la même manière, vous aviez dans un des halls du salon, au même endroit, Somfy, Legrand, Netatmo, et une société qui est une PME qui s'appelle Muller, qui fait des radiateurs connectés. Et c'est cohérent, ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand ces entreprises françaises vont maturer, notamment quand elles vont sortir de la zone des startups, il faut qu'elles se regroupent, il faut qu'elles thématisent leur présence, il faut qu'elles adoptent une démarche qu'on appelle une démarche de plateforme. C'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas un produit simple à vendre, qu'elles vendent en fait une plateforme qui est extensible par les autres. Exemple d'une PME française qui est basée à Nantes, qui s'appelle MicroEJ, qui a un stand depuis 2 ans, 3 ans dans la zone hors Eureka. Eh bien, cette société, elle a plus de la moitié de ses clients qui sont internationaux. Elle fournit un système d'exploitation qui est concurrent d'Android et qui est embarqué dans les objets connectés. Qu'est-ce qu'ils montent sur leur stand? Tous les objets du monde qui intègrent leur système d'exploitation. Ça, c'est une bonne démarche.
C'est une démarche de plateforme. Donc c'est cette maturation qui est très importante dans la présence française. C'est la question que j'allais vous poser, vous en avez cité un. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple de success story français qui sont allés au CES? Alors on pense souvent à De Vialet par exemple, mais je ne sais pas si c'est au CES qu'ils ont émergé. Ils n'ont jamais été exposants. Ils sont jamais allés, pourtant on a l'impression que c'est... ils ont réussi, enfin ils ont été une des incarnations de la French Tech. Donc, non, De Vialet, sûrement pas. Ils n'ont jamais été exposants. Ils ont eu une fois une suite, il y a 2 ans, dans le Mirage, qui est un hôtel à côté du salon. Ils rencontraient leurs revendeurs en catimini. Ils n'ont jamais choisi d'être présents sur le salon lui-même. Il y a eu Parrot, mais qui malheureusement depuis 2 ans n'est pas présent. Ils ont eu un accident de parcours sur les drones grand public qui les a un peu plombés. Netatmo, c'est un peu un survivor, même si l'entreprise a du mal à croître encore aujourd'hui, mais c'est une société qui fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présente au CES depuis au moins 2012-2013. C'est un des rares pérennes dans l'univers des objets connectés, qui a une gamme de produits, qui essaye de plateformiser son produit, qui est donc partenaire de Legrand, Legrand étant actionnaire de Netatmo. Il y a des débuts de ce type-là. Et Microgi, c'est un exemple que j'aime bien, parce que c'est un exemple de plateforme. Il y a des sociétés comme Oli, qui a un petit réveil matin sympathique qui s'appelle Bonjour, qui est là depuis au moins 2011-2012. Il y a quelques boîtes comme ça. La difficulté de ces entreprises-là, finalement, c'est de croître. C'est de dépasser le stade de quelques dizaines de millions d'euros. C'est très difficile. C'est un marché qui est très difficile. Il y en a relativement peu qui arrivent à atteindre ce stade-là. Parfois, ils sont rachetés. Il y a l'exemple de WeThings, qui était au CES, mais ça s'appelle Nokia Health maintenant, parce que c'est acheté par Nokia, et avec une présence significative sur le salon. Sauf que quand vous voyez Nokia, vous ne pensez pas que ce sont des Français, mais ce sont les Français qui créent les produits ici à Paris. Donc, et puis il y a cet appel d'air des grands derrière. Moi j'adore voir les petites boîtes très techno. Vous avez senti mon intérêt pour les composants. Donc par exemple, une petite boîte que personne ne connaît en France qui s'appelle Dibotix. Alors Dibotix, présent pour la 2e fois sur le salon, dans la zone Business France à l'extérieur liée au transport. Dibotix, c'est un spécialiste de l'analyse des images en 3D des capteurs dans les voitures autonomes. Leurs clients, ce sont les sociétés qui ont besoin de comprendre ce qu'il y a autour de la voiture dans un véhicule autonome. Donc vous entendrez peu parler d'eux. Sauf que peut-être que dans 1 an ou 2, certains véhicules autonomes qui arriveront sur le marché vont utiliser leur technologie. Donc ça, ce sont des boîtes très intéressantes, parce qu'elles sont un peu cachées, mais elles risquent d'être présentes en volume. Arcamis, que j'ai cité tout à l'heure, c'est une PME qui a 15 ans d'ancienneté. Cette PME, elle équipe aujourd'hui de l'ordre de 40 à 50 millions de véhicules dans le monde avec un système audio multicanal pour les véhicules. Ils avaient une tente et ils étaient exposants depuis 4 ans. Et moi, je me rappelle, je les ai découverts la première fois il y a 5 ou 6 ans. Ils étaient hébergés par Technicolor. On se demande où est le rapport avec le Schmilblick, mais ils étaient hébergés par Technicolor parce qu'ils faisaient d'audio multicanal, donc il y avait un lien avec Technicolor qui est dans l'audiovisuel. Et Technicolor était un des premiers à les avoir portés, et maintenant ils volent leurs propres ailes. Donc j'aime bien ce genre d'exemple. Pour rebondir sur Technicolor, l'origine du CES, c'était quand même plutôt la télévision. L'audiovisuel, on va dire. En tout cas, l'audiovisuel. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'image et du son au CES? Est-ce qu'on est en train d'entrer dans avec l'arrivée des JO, enfin, etc. Est-ce qu'on va avoir à arriver des nouvelles technologies, grand public, accessibles pour tous? Alors tous les ans, effectivement, les grands constructeurs, alors essentiellement asiatiques, nous inondent de nouveaux écrans, de nouvelles technologies, qui d'ailleurs parfois ne sont pas faciles à décoder. Cette année, sur les télévisions que vous allez acheter dans les mois qui viennent, si vous avez besoin de renouveler votre parc avec encore quelques écrans cathodiques ou des écrans plats que vous auriez achetés il y a 10 ans, vous avez un choix qui est assez classique. Vous pouvez acheter des écrans LCD, des écrans OLED. Un tiers des écrans vendus en France cette année vont être des écrans dits 4K, donc la très haute résolution d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on voyait cette année au CES, c'était essentiellement soit de nouvelles technologies d'écran, comme notamment une technologie qui s'appelle le micro-LED de Samsung, que personne n'a compris ce que c'était exactement d'ailleurs, qui améliore tout un tas de paramètres de l'image, qui est censé concurrencer le OLED de LG qui domine ce marché-là. Et puis vous aviez à côté de ça un début de forcing marketing et technologique de tous les constructeurs asiatiques pour ce qu'on appelle la 8K. Alors la 8K, c'est quoi? C'est 4 fois plus de pixels que la 4K. Alors petit détail physiologique, c'est que si vous mettez un écran de 80 pouces 4K ou 8K à 3 mètres dans votre salon, donc il faut déjà avoir un salon qui est bien dimensionné, vous ne verrez quasiment pas la différence avec la résolution spatiale de votre œil. Donc on se demande à quoi ça sert, quoi. Mais ils disent ouais, la 8K, c'est vachement bien. Et alors là vous avez Samsung qui fait un truc absolument extraordinaire, parce que tous les 10 ans,
les constructeurs font la même chose. Quand les constructeurs mettent sur le marché un écran avec une nouvelle résolution et qu'il n'y a pas de contenu, ils vous inventent un truc qu'on appelle l'upscaling. Alors, je trouve ça, c'est toujours marrant, c'est comment on prend une image en basse résolution et comment on la tripatouille pour que ça fasse une image en haute résolution. Alors, historiquement, l'upscaling des années du passage de la simple définition au Full HD, qu'on a 1080p d'aujourd'hui, ou alors du passage du Full HD à la 4K, c'était des méthodes assez bourrines, classiques, d'amélioration de contraste, mais il n'y avait pas beaucoup d'intelligence. Alors cette année, ils ont réussi à trouver la poudre de perlimpinpin macronesque. Ils ont inventé un truc qui s'appelle l'upscaling basé sur de l'intelligence artificielle. Donc comme ça, vous êtes sûr que tout le monde trouve ça et magique, mais ne comprend pas comment ça marche. Donc ce qui fait que tu ne peux pas vérifier que ça marche vraiment. Et ils disent, oui, en fait, on améliore la qualité d'image parce qu'on a entraîné la télévision avec tout un tas d'images qui fait que le système est capable de retrouver la manière de rendre un papillon plus net que quand il est flou. J'ai regardé, ils expliquent comment ça marche. Bon, moi j'ai regardé un petit peu le détail des technologies qui sont derrière. Je me suis dit, la démo, à mon avis, ils l'ont faite que sur l'image qui est montrée, mais je ne suis pas sûr que ça marche pour tous les cas de figure. Et voilà, c'est une astuce marketing que je détaille un petit peu ici, mais qui est typique du CES. C'est-à-dire qu'en fait, au CES, on voit des méthodes marketing qui ne changent pas, en fait. C'est-à-dire que les Japonais font du marketing à la japonaise, les Chinois font du marketing à la chinoise, les Européens à l'européenne, les Américains à l'américaine, et ils utilisent les mêmes ficelles marketing, parfois à 10 ans à 20 ans d'écart, pour vendre la génération N+1 comme ils ont vendu la génération N-1. Et c'est assez marrant d'observer ces pratiques-là, qui n'ont pas changé tant que ça. Il y a une polémique qui est montée avec Apple ces derniers temps, celle de l'obsolescence programmée. C'est vrai que dans les objets connectés, et tu l'as dit, en plus, on n'est pas capable de suivre, à part peut-être des gens comme toi, le grand public est incapable de dire si c'est vraiment nouveau et si c'est vraiment mieux. Est-ce qu'on n'a pas effectivement là une espèce de course au remplacement permanent, assez d'ailleurs peu écologique en matière d'objets électroniques? Est-ce que cette course ne devrait pas à un moment donné quand même s'arrêter, parce que c'est un... Alors, ça paraît un... Ça s'arrêtera jamais. Non, bien sûr, mais je veux dire, à un moment donné, la capacité de renouvellement ou de passer à un système technologiquement censé être meilleur atteint ses limites. Non? Oui, mais l'industrie est faite de telle manière que ça ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il y aura des innovateurs, tant qu'il y aura une course concurrentielle et technologique, tant que d'ailleurs il y aura des composants électroniques permettant de faire plus de choses, tant qu'il y aura des télécoms qui permettront de transmettre plus d'informations, tant qu'il y aura des moyens de stockage qui vont se développer, il y aura des applications qui émergeront, et effectivement il y aura cette forme d'obsolescence, programmée ou pas, de tout un tas de produits. Ce qui compte quand on est entreprise de ce secteur d'activité, c'est d'apporter de la valeur, parce que finalement ce qui compte quand même, c'est la valeur utilisateur. C'est un mélange de valeurs fonctionnelles, quel temps on gagne, comme l'exemple de la voiture tout à l'heure. C'est la valeur parfois économique. Est-ce que je peux faire des économies grâce à un produit par rapport à d'autres? C'est la valeur émotionnelle dans certains cas. C'est le petit chien de Sonic qui est tout mignon. J'ai même trouvé un chat robot. Hein. C'est une espèce de boule de poil qui remue la queue. Et vous le prenez avec vous, ça remplace un chat. Pourquoi pas? Dans ton rapport, tu parles même de sexe. Oui, mais il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés cette année. Est-ce qu'il y a des innovations dans la matière? Non, j'en ai vu l'année dernière, mais cette année, je n'ai pas trouvé grand-chose de nouveau. En fait, cette année, il y avait beaucoup de technologies. Enfin, c'est toujours des mouvements sismiques, hein, les objets connectés. Cette année, j'ai trouvé qu'il y avait encore plus de produits pour le sommeil, parce que plein de gens dorment mal, donc il y a plein de solutions. Le produit qui m'a le plus fait rigoler, c'est un lit qui vous berce. Alors, Ford avait déjà fait un lit de bébé qui vous berçait avec des lumières pour faire croire que le bébé est dans la voiture. Ça, c'est Ford l'année dernière. Et là, cette année, c'est une boîte d'Atlanta, de Géorgie, qui a un lit qui fait comme ça. Et alors, c'est quand même pas mal, quoi. Et je suis allé voir les exposants. Je leur ai demandé, mais quand même, c'est un peu de fumette, quoi. Et j'aurais dit, mais d'où vient l'idée? Le fondateur, il est là, et il explique qu'en fait, il a eu l'idée en faisant une croisière sur un paquebot. Il s'est rendu compte qu'il dormait mieux sur le paquebot parce que le paquebot le berçait doucement. Donc il s'est dit, je vais reproduire le mouvement du bateau dans mon lit et je vais me dormir. Et c'est prouvé scientifiquement. Deuxième catégorie de produits qui se développe beaucoup, c'est les produits pour les femmes. Alors pas forcément pour le sexe, il y a des sex toys, mais des produits par exemple pour rééduquer le périnée. Les hommes, ils ne savent pas ce que c'est, mais les femmes savent. Il y a des produits pour la grossesse, alors soit pour empêcher d'avoir des bébés, soit pour en avoir, ou savoir quand on en a, et il y en a des tonnes et des tonnes. Puis après des produits pour surveiller les bébés une fois qu'ils sont nés. Et vous avez tout le cycle de la vie en fait qui est de plus en plus couvert dans un monde un peu kafkaïen, parce que je considère que
disons d'un point de vue sociétal, multiplier comme ça à l'infini le nombre de produits connectés pour suivre la vie des gens, c'est peut-être un peu too much, mais il y a énormément de sociétés qui s'investissent dans ce marché-là. Et parfois, il y a même des produits qui ne servent qu'une fois, en théorie, dans la vie. J'en ai trouvé un, c'est le produit qui m'a le plus fait rigoler, il vaut $60, ça s'appelle RockShox, c'est un truc en plastique, il n'y a pas de technologie dedans, il y a juste une appli avec, c'est une coque d'iPhone qui se déplie, et en se dépliant, elle présente une bague, et pour votre déclaration, votre demande de mariage à votre petite amie. Et donc en fait, d'un romantisme échevelé. La bague sort, et le téléphone filme la dulcinée. Et après, vous avez une application qui permet de broadcaster directement le résultat sur les réseaux sociaux en temps réel. C'est un peu Brave New World. Quoi. Ça fait partie de la junk tech, en fait, ce qu'on dit c'est de la junk tech. Oui, mais si ça se trouve, ça va se vendre. Pas forcément utile, mais un peu insolite, mais qui ça va se vendre dans les magazines qu'on a dans les avions de gadgets ou qu'on reçoit en VPC. Quoi. Ça va se vendre. Alors, ça me permet, avant de passer à la seconde partie, peut-être de conclure sur ce sujet, parce que moi, ce que j'ai vu, alors pour le coup, à Davos, et qu'on voit monter beaucoup, c'est une crainte sur le quantified self, le côté, voilà, les technologies qui sont de plus en plus intrusives et qui vont tout mesurer, non pas seulement de l'extérieur de nous maintenant, mais de l'intérieur de nous. Alors, tu as parlé de la santé, enfin le sommeil, un certain nombre d'objets connectés sont spécialisés là-dedans. Ils sont en train d'arriver. Et moi, j'ai vu, vous avez sans doute tous entendu parler ou lu le livre d'Harari. Harari et les deux d'ailleurs, mais le deuxième, Homo Deus en particulier, et Harari à Davos a fait une conférence en disant on est déjà entré dans la dictature numérique. On est déjà capable, un certain nombre de régimes, il a parlé de la Chine, il a parlé d'Israël en Cisjordanie, sont capables en croisant ces technologies d'image, ces technologies qui croisent les informations qu'on a sur les réseaux sociaux, d'entrer vers un contrôle total de population. Bon, on en parle pas mal sur la Chine en ce moment, mais donc est-ce qu'il y a, ou pas du tout, conscience au CES que cette course effrénée vers les technologies pose la question quand même aussi du rapport à l'humain, à l'homme et à ce qu'on est et à ce qu'on va devenir face à ces machines. Je vais faire une réponse un peu sans sèche. Tomber dans Terminator. Alors, je vais faire une réponse un peu sèche. En gros, la majorité des exposants n'en ont que cure. Ils vendent leurs produits, ils vendent leurs sauces et ils ne s'intéressent pas trop à la question. Alors, d'ailleurs, il y a une autre question qui se pose, qui est liée à celle que tu évoques, qui est la question de la protection par la cybersécurité. Les 3/4 des objets connectés qui arrivent sur le marché ne sont pas protégés, sont développés avec des trous dans la passoire, parce que les sociétés sont jeunes, elles n'ont pas eu le temps de se préoccuper de cette question-là. Pourtant, il faut s'en préoccuper très très tôt quand on conçoit son produit. Il y a quelques sociétés qui essayent quand même au CES de traiter cette question. Et il y en a une qui est française, qui est pas inintéressante, qui s'appelle CareOS, qui est en fait une société sœur d'une autre boîte française qui est une vieille de la vieille du CES qui s'appelle Colibri, qui est connue pour ses brosses à dents connectées. Donc Thomas Serval, qui a créé la première, a créé la deuxième. Et cette société CareOS, c'est une société qui ambitionne de créer une sorte de système d'exploitation ou kit logiciel pour la salle de bain, pour faire en sorte que les produits connectés de la salle de bain se connectent à cette espèce de plateforme, mais qui restent dans la salle de bain, qui n'en sortent pas. Parce qu'imaginez tous ces miroirs intelligents qui vous filment et vous dites comment vous maquillez, comment vous habillez, vous n'avez pas trop envie que l'image... Il y a eu la polémique sur Google Home ou Alexa qui vous enregistrait à votre insu. Voilà. Donc vous n'avez pas envie qu'évidemment ce que les objets connectés filment ou captent de vous dans votre salle de bain circule sur Internet. Donc c'est très important d'avoir une solution qui tourne en local dans la salle de bain et qui n'en sort pas. Donc ça, on le retrouve en filigrane, alors dans une société comme celle que je viens de citer. On le retrouve aussi indirectement dans ces fameux processeurs à base d'intelligence artificielle que j'évoquais tout à l'heure, qui sont faits pour tourner dans les objets et pas dans le cloud, pour que le traitement finalement soit fait de manière locale et que l'image ne sorte pas. Donc typiquement une caméra de surveillance, il y a deux optiques pour une caméra de surveillance. Soit vous avez une caméra qui capte des images et qui l'envoie par un moyen télécom, quel qu'il soit, à une centrale qui analyse le contenu et qui après déclenche des alertes si on détecte des intrus. Alors, comme l'image va circuler, il y a une vulnérabilité potentielle. La deuxième approche qui commence à être adoptée par pas mal d'offreurs de solutions de sécurité, comme Amarillo, qui est une boîte américaine, c'est la caméra contient, avec des processeurs spécialisés, les outils qui permettent d'analyser le contenu des images et ne va envoyer sur le réseau que les alertes en disant « Ah, intrus ». Et donc l'image ne circule plus. C'est une approche. Bon, certaines sociétés se posent cette question-là, mais le grand public n'est pas encore suffisamment sensibilisé. Il y a une loi universelle dans le numérique
que j'ai observé depuis au moins 25 ans, c'est que les produits se déploient avant qu'on s'inquiète réellement de leur impact délétère ou négatif. Il n'y a qu'à voir n'importe quel ordinateur connecté sur Internet, avec la passoire que c'est du point de vue de la vie privée ou de la sécurité des virus, le nombre de gens qui ne sont pas protégés. Un autre truc idiot, ça fait au moins 20 ans que la photo numérique existe, la moitié des utilisateurs ne sauvegardent pas leurs photos. Et comme un disque dur, ça tombe en panne tous les 5 ans, ils peuvent risquer de perdre leurs photos. Donc il y a une certaine forme d'inconscience par rapport au numérique, donc d'où l'éducation, d'où la CNIL, d'où les efforts qui sont faits pour éduquer le consommateur, et il y a encore du boulot. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup de cette Merci beaucoup.